Bienvenue dans notre info été d'aujourd'hui. Cette semaine, nous nous intéressons à la prise de conscience écologique dans notre région. Et aujourd'hui, nous allons parler de déchets, plus particulièrement de déchets industriels. Nous sommes ici au milieu du biotope du Marais de Mâche, un endroit paradisiaque, en compagnie d'Olivier Kissling, qui est collaborateur scientifique à l'Office cantonal des eaux et des déchets. Les apparences sont peut-être un peu trompeuses. En fait, qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds ? Sous nos pieds, il y a une grande quantité de déblais. Il y a les ordures ménagères de la ville de Bienne, il y a des boues, il y a différents déchets de l'industrie et de l'artisanat de la région de Bienne. Alors nous allons peut-être essayer de creuser un petit peu pour savoir exactement ce que sont ces déchets et connaître un peu mieux l'histoire du traitement des déchets dans notre région. Mais tout ça après les infos du jour. La fondation d'Iger de Tavannes souhaite déminer les terres ukrainiennes, mais pour y arriver, les procédures sont longues. Le canton de Fribourg a un nouveau détective trail qui traverse la ville de Morat. Il a pour thème le développement durable. Et un service spécialisé de la police cantonale se bat depuis 30 ans contre la criminalité de l'environnement. Les enjeux ont évolué avec les années. Des mines détruites grâce à ces machines suisses. La fondation d'Iger produit ces engins blindés et souhaite en envoyer en Ukraine. Pour son directeur, il faut y libérer les terres agricoles au plus vite. Il y a des enjeux humanitaires bien au-delà du pays. Donc là, il faut pouvoir intervenir vite, libérer un maximum d'hectares exploitables. Donc ça, c'est un projet d'urgence pour éviter des famines. Frédéric Guern a reçu plus de 10 demandes de la part de privés, de fondations et même du gouvernement ukrainien. Mais les procédures ne sont pas adaptées aux situations d'urgence. Entre les autorisations d'exportation, la recherche de partenaires humanitaires et la prise de contact avec les autorités, difficile d'envoyer rapidement des machines. Une situation qu'il veut voir évoluer. J'étais très fâché parce qu'on parle de déminage depuis bientôt 25 ans. On a signé les traités d'Ottawa depuis bientôt 25 ans. Les pays signataires devaient avoir déminé leur territoire dans un délai de 10 ans. 25 ans plus tard, la grande partie ne l'a pas encore fait. Donc c'est un constat un peu d'échec quelque part. Mais malgré ce constat, il n'y a rien qui change vraiment. Et tout à coup, un conflit éclate chez nous, en Europe, et là, on se rend compte que, il y a des mines. Mais aujourd'hui, les choses se concrétisent. La fondation d'Iger est actuellement en discussion avec les gouvernements suisses et ukrainiens. Idéalement, elle souhaiterait envoyer une première machine en Ukraine d'ici 2 mois. Enfin, il y a une prise de conscience, et puis enfin, on commence un petit peu à bouger avec une dynamique à la hauteur de la problématique. C'est une situation particulière pour Frédéric Guern, pour qui le déminage se pratiquait majoritairement dans des pays n'étant plus en guerre. C'est peut-être malheureusement un peu une histoire ancienne. Maintenant, les conflits ne s'arrêtent plus vraiment et il va falloir apprendre à faire du déminage humanitaire, même dans des situations sécuritaires un peu ambiguës. À long terme, la fondation d'Iger souhaite former des équipes directement en Ukraine pour que le pays puisse produire et utiliser ses propres machines de déminage. Près du musée de Morat se trouve un nouveau panneau. Il fait partie du Detective Trail du canton de Fribourg, qui consiste à résoudre plusieurs énigmes pour trouver des scientifiques portés disparus. En tout, il y a 12 postes, dont 4 se trouvent à Morat. Chaque panneau, chaque poste de jeu, il est sur un lieu parce qu'il traite une thématique du développement durable, donc un objectif de développement durable. Ici, on traite l'objectif de développement durable numéro 7 sur les énergies propres, les énergies renouvelables. On a choisi ce lieu parce qu'on a l'ancien moulin, donc qui est emblématique, c'est un symbole du musée et qui représente justement l'énergie hydraulique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu. À Morat, le trail dure environ 1 heure. Le poste suivant se trouve à 5 minutes du musée. Donc là, on est au 3e poste de jeu de Morat, on est devant le lac de Morat, et puis ce panneau, il parle de la qualité des eaux du lac. Donc on a une énigme qui va représenter les différents polluants qu'on peut retrouver dans le lac, et puis les documents de l'enquête, ils expliquent aussi ce que le canton fait pour améliorer ces problèmes de pollution dans le lac. Le thème du trail n'a pas été choisi par hasard. Le développement durable est un domaine important pour le canton de Fribourg. Le Detective Trail coûte près de 25 000 francs et sera à découvrir pendant au moins 1 année. Son but est très précis. C'est de sensibiliser la population à ce qu'est la durabilité, de lui faire comprendre la complexité de ce thème et puis de lui montrer qu'on peut concrétiser la durabilité et lui donner envie aux gens de faire quelque chose en faveur du développement durable, de la durabilité.
Pour pouvoir résoudre les énigmes du parcours, pas besoin de téléphone ni de tablette, une carte au trésor suffit. En plus de ce nouveau tour, il existe déjà 3 parcours similaires à Mora. D'après Anja Ruprecht de Mora Tourisme, le Detective Trail commence à se faire une place. Depuis la pandémie, nous avons mis en place plusieurs trails ici à Mora, car la demande est très forte. Je pense que le plus intéressant avec ce thème est de pouvoir sensibiliser les gens, et particulièrement les enfants, au développement durable, tout en rendant cela ludique. Je pense que c'est très important. En plus de la ville de Mora, le trail fribourgeois passe également par Bulle et la ville de Fribourg. Pour ceux qui veulent gagner un petit cadeau, il faudra résoudre les 12 énigmes et sauver les scientifiques. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Kissling dans le désormais biotope du Marais de Mâche, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, ce terrain a une lourde histoire. Comment cet entrepôt de déchets est né ici ? Sur les anciennes photos aériennes qu'on a consultées, on voit que depuis les années 30 environ, des déchets ont été éliminés ici, toutes sortes de déchets, donc on ne voit pas les détails, mais on voit qu'il y a eu des matériaux qui ont été amenés. Et à fur et à mesure, la ville de Bienne a utilisé cette décharge aussi pour éliminer ses ordures ménagères. Et parce que c'était relativement pratique, et je pense qu'on y éliminait aussi des déchets de l'industrie et de l'artisanat de la région. Est-ce que les gens de l'époque n'avaient aucune conscience, ça ne les dérangeait pas de tout jeter ici ? Il n'y avait pas un manque de conscience à l'époque, je pense, c'était plutôt un manque de connaissance, du fait qu'on ne se rendait pas vraiment compte ce qu'il pouvait avoir comme implication si on éliminait des déchets de l'industrie et de l'artisanat dans une zone sans prendre de mesures de protection. Alors quels sont ces déchets ? Il y a des gravats de la construction, mais est-ce qu'il y a des substances plus dangereuses ? Il y a effectivement des boues qui ont été éliminées, il y a des différents déchets. Les informations historiques qu'on a ne sont pas vraiment très précises, mais on sait que l'industrie et l'artisanat de Bienne a éliminé différents déchets solides ou liquides ou boueux dans la décharge du Marais de Mâche. Et quels sont les dangers concrets sur l'environnement ? Donc ici, ce qui nous pose le plus grand problème actuellement, ce sont d'une part les eaux souterraines et le ruisseau, puisqu'on y retrouve des polluants qui sont relativement solubles et persistants et qu'on retrouve aussi bien dans la nappe que dans le ruisseau. Mais alors ici, concrètement, en fait, le site n'a pas vraiment été assaini. On a simplement recouvert ça pour faire joli, mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore un gros travail à faire, qui ne consistera certainement pas à tout excaver parce que ça serait certainement disproportionné, mais on est dans un stade où on devrait quasiment avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire une étude de variante, pour voir quelles sont les possibilités qu'on a et quelles sont les possibilités surtout qui sont les plus propices pour résoudre le problème. Donc on voit c'est des chantiers de longue durée, des chantiers coûteux et la prise de conscience et les décisions politiques finalement ont largement tardé. Alors à partir de quand est-ce que vraiment dans le canton de Berne on s'intéresse à la protection de l'environnement au niveau des déchets ? On a commencé dans le canton de Berne avec un cadastre des sites pollués. En fait, avant que la loi sur la protection de l'environnement ne le demande, donc au début des années 90, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait un problème qui allait encore nous accompagner pendant de nombreuses années. Voilà. Et cette loi sur l'environnement, elle date en fait de 1983 au niveau fédéral et le canton de Berne a mis en place une cellule spéciale d'enquêteurs, de policiers qui s'occupent de crimes sur l'environnement. Vous en saurez plus dans le reportage de Sophie Christ. Les pollutions de l'eau sont les délits les plus fréquents qui occupent aujourd'hui les 4 spécialistes du crime contre l'environnement de la police bernoise. L'histoire de ces services spécialisés commence en 1985. Il faut alors des forces de l'ordre pour faire respecter la nouvelle loi fédérale sur la protection de l'environnement. Le service compte d'abord un seul policier. Son quotidien est surtout fait de déchets brûlés dans les arrière-cours et de feux de forêt. Aujourd'hui, on a les mêmes délits aussi, pollution des eaux, des déchetteries, on a aussi pollution de l'air toujours.
Mais on a aussi d'autres délits parce que les lois ont augmenté dans ce domaine dans les années passées. Et on a aussi des produits chimiques, phytosanitaires qui sont mal appliqués. Pour tirer du ruisseau des preuves utilisables devant un tribunal, la brigade collabore avec l'Office des eaux et déchets du canton de Berne. Un bon réseau est crucial, d'autant plus que les crimes contre l'environnement ont pris une nouvelle dimension. Le trafic de déchets, d'espèces protégées, de bois précieux ou de produits chimiques interdits dépasse les frontières des cantons, des pays. C'est clair aujourd'hui que la criminalité organisée s'est intéressée aux délits contre l'environnement. Et on voit aussi que Interpol, Europol, sur ce niveau-là, ont commencé des programmes contre les délits contre l'environnement. C'est un sujet qui est de plus en plus suivi par ces polices aussi sur niveau international. Depuis les années 80, les cas ne font qu'augmenter. Le service spécialisé Crimes contre l'environnement en a traité un peu plus de 300 en 2021. Il profite de son rôle de pionnier dans la lutte contre le crime environnemental pour former d'autres policiers et policières de Suisse. Les enquêtes se poursuivent donc et actuellement au niveau du canton de Berne, il y a combien de sites qui sont classés pollués? On a dans notre cadastre des sites pollués 4865, je crois, sites qui sont répertoriés étant pollués. Et sur ce nombre, il y a environ 2% qui nécessitent un assainissement si on ne tient pas compte des buts par balle. Et ces assainissements, ils se font dans quel délai? On a toujours l'impression que c'est des chantiers qui prennent beaucoup de temps, où on perd beaucoup de temps avant de prendre une décision. Ça se passe comment concrètement? Plus qu'on investit au niveau des investigations pour bien cerner le problème, plus que les mesures d'assainissement sont efficaces et dureront aussi moins longtemps. Quand on a un grand site comme la décharge du marais de Mâche, eh bien, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres aussi dont il faut tenir. Et alors ici, par exemple, on a décidé de ne pas retirer une grande quantité de terre pour enlever toute la couche polluée. Cette décision n'a jamais été prise, mais elle ne sera probablement jamais prise parce qu'on ne saurait pas où aller avec ces matériaux et que si on les enlève ici, on pourrait peut-être en traiter une partie, mais il faudrait quand même de nouveau remettre en décharge une autre partie de ces matériaux. Et puis aujourd'hui, c'est difficile de retrouver des nouveaux endroits pour faire des décharges. Personne n'aime avoir une décharge dans son jardin, derrière. Et l'autre problème, c'est que ça coûte cher de décontaminer tous ces terrains. On a eu l'exemple autour de la coupole à Bienne, où ça a coûté quelques 20 millions pour enlever toutes les couches où il y avait des polluants dedans. Il y a dans le Jura bernois l'exemple de l'ancienne Boya, qui est un site très, très vaste et pollué également. Qui va payer ces assainissements ? Dans le cas de la Boya, Boya avait été repris par Swiss Metal. Swiss Metal n'étant plus présent, donc la part de Swiss Metal, ça sera le canton qui va prendre ça en charge par son fonds pour la gestion des déchets. Et est-ce que là, vu que c'est des coûts quand même assez élevés, est-ce que quand c'est le canton qui doit prendre ça en charge, est-ce qu'il y a encore des retards dus à la politique où les politiciens disent non, on n'a pas envie d'investir là-dedans ? Puisqu'on est relativement flexible du fait que l'argent qu'on investit, quand c'est nous qui devons payer, sort de ce fonds. Et là, on est relativement flexible et la politique n'intervient pas. Vous disiez tout à l'heure, c'est bien gentil d'enlever les déchets à un endroit, mais encore faut-il avoir d'autres endroits pour les restocker. Il faut aussi recycler toutes les matières qui sont peut-être dangereuses. Est-ce que là, on a vraiment fait des progrès? Est-ce que là, on est vraiment au point? Quand on nettoie une décharge, est-ce qu'on ne pousse pas simplement la poussière sous le tapis? Les technologies permettant de dépolluer des matériaux ont beaucoup évolué. Et on a de plus en plus d'entreprises aussi qui proposent de telles mesures. Donc on est dans une situation où on peut quand même traiter un assez grand nombre de matériaux pour récupérer une petite quantité de matériaux très problématiques. Et en amont, est-ce que l'industrie de nos jours respecte toutes les normes, fait très attention, ne
lâche plus de déchets nocifs dans la nature? A priori, oui, puisque les normes sont très strictes de nos jours. Et donc, s'il n'y a pas une fuite accidentelle ou autre chose, a priori, on ne devrait plus avoir vraiment de pollution. Olivier Kissling, merci beaucoup pour ces explications. Et en attendant, on va quand même apprécier ce bel endroit qui est devenu le biotope du Marais de Mâche. Voilà, et demain, nous allons continuer à nous intéresser à l'écologie. Nous irons du côté de Haguenec pour voir quelle influence a eu la correction des eaux du Jura sur l'écosystème régional.